Donc là, on va parler des variables grecques. Et le but, donc, c'est de parler un petit peu de c'est quoi ces variables grecques, comment on les utilise, et de vous montrer comment on peut négocier des titres à partir de ces variables grecques. Donc, ce que je veux vous montrer, c'est des stratégies typiques de négociateurs d'options. Donc, pas des gens, pas des stratégies qui sont plutôt statiques, comme on fait souvent, plus dans nos portefeuilles, qui seraient d'acheter des covered calls, par exemple, des options d'achat à découvert ou à couverte, ou de vente des options d'achat couvertes plutôt, mais plutôt de vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans le marché des options, quelles sont les stratégies typiques des négociateurs d'options, pour que vous puissiez comprendre un petit peu aussi l'évolution des prix, les risques dans ces options, mieux comprendre la notion de volatilité. Et pour bien comprendre, je pense qu'il faut aussi voir comment ces options sont réellement négociées. Et les gros intervenants, les gens qui créent le gros du volume, le type de stratégie qu'ils font, si vous pouvez commencer à comprendre ces stratégies-là, je pense que ça aide aussi à vous positionner dans le marché et à mieux comprendre ces produits. Je vais tenter ma chance et je suis sûr que ça va très bien se passer. Déjà, première acétate, il y a 4 erreurs dedans, donc on va les corriger ensemble. Ça commence mal. Voici un petit peu un tableau qui montre incorrectement la sensibilité du prix d'une option aux différents paramètres de marché. Donc on sait qu'une option, on a vu ce matin que l'option va être sensible au niveau du sous-jacent. Donc là, quand je parle de l'option, je parle du coût de l'option. La prime qu'on paye va être sensible au niveau du sous-jacent, au prix de levée de l'option, à la maturité de l'option, à la volatilité du sous-jacent, aux dividendes et au taux d'intérêt. On avait un petit peu touché sur les différentes sensibilités ce matin. Et vous avez évidemment remarqué tout de suite que le prix de l'option, une option d'achat, n'a pas une relation négative avec le niveau du sous-jacent, mais plutôt positif. Ouais. Si on a une option d'achat, le plus élevé le prix du sous-jacent, le plus de valeur cette option d'achat. On a le droit d'acheter à 20 $. Si le sous-jacent est à 30 $, c'est plus intéressant pour nous que si le sous-jacent est à 25 $. Donc, vu que nous, on a un droit d'acheter à 20 $. Donc, le plus élevé le prix du sous-jacent, le plus importante la valeur de l'option. Donc, la première case, ici, ça devrait être un plus et pas un moins. Et au contraire, ici, ça devrait être un moins. Le prix de levée pour une option d'achat, le plus élevé le prix de levée, le plus faible le coût de l'option. Je vais payer moins pour l'option d'acheter un titre à 50 $ que pour l'option d'acheter un titre à 40 $. Donc la relation entre prix de levée et le coût de l'option est négatif. D'accord. En réalité, ce qui s'est passé, les deux premières de cette ligne ont été inversées avec les deux premières de cette ligne-ci. La maturité de l'option, le plus grand de la maturité, évidemment la plus de valeur est là. La volatilité va toujours ajouter de la valeur à l'option. Donc, le plus il y a de volatilité dans le marché, le plus importante la prime associée à l'achat de cette option. Et les taux d'intérêt, encore une fois, on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Un effet assez mineur et on va pas en parler aujourd'hui. Pour les options, encore une fois, ici, on a inversé les deux signes. Donc, le niveau du sous-jacent, plus le niveau du sous-jacent est élevé, plus petite la valeur d'une option de vente. Une option de vente prend de la valeur quand le titre baisse. Donc, le prix du put monte quand le prix du titre baisse. Il y a une relation négative. Donc, ici, ça ne devrait pas être positif. Quel est l'impact sur le prix d'un put d'une augmentation du prix du sous-jacent? C'est une baisse de la valeur du put. Le prix de levée, encore une fois, est-ce que je paierai plus pour une option de vente qui me donne le droit de vendre à 20 $ ou pour l'option qui me donne le droit de vendre à 10 $? L'option qui me donne le droit de vendre à 20 $ est plus intéressante. Je préfère vendre quelque chose plus élevé que bas. Je suis prêt à payer plus pour une option de vente qui a un prix d'exercice plus élevé. Et donc ici, c'est une relation positive. Plus le prix d'élevé est élevé, plus le prix de levée est élevé, plus l'option de vente est chère. D'accord? Donc, ces 4 cases ici
ont été inversés, donc je suis désolé. Et le reste, donc pour la maturité, c'est toujours le cas. Je n'ai pas besoin de vous dire si c'est un call ou un put. Si je vous dis la maturité est plus longue, l'option a plus de valeur, indépendamment du call ou du put. Même chose pour la volatilité. Si la volatilité est plus élevée, l'option, que ce soit un call ou un put, une option d'achat ou une option de vente, a plus de valeur. Donc pour ces deux paramètres-là, c'est indépendant du fait que ce soit un call ou un put. Pour le dividende, évidemment, un dividende fait baisser le prix de l'action, donc ce qui est mauvais pour un call et qui est bon pour un put. Donc le dividende, en quelque sorte, on voit l'effet à travers le prix. Le dividende fait baisser le prix, c'est une sortie des bénéfices non répartis. Vu que le prix baisse, c'est mauvais pour les calls, c'est bon pour les puts. Donc voilà, ça c'est le petit tableau des sensibilités du prix de l'option. Et quand on achète une option, notre position est sensible à tout ceci. Donc ça c'est donc le niveau du sous-jacent, c'est variable. Le prix de levée, c'est contractuel, ça ne va pas bouger. D'accord? Mais il faut le choisir. Mais une fois qu'il est choisi, au moins ça ne bouge pas. La maturité, elle est choisie, mais elle diminue dans le temps, parce qu'avec chaque jour qui passe, on s'approche de cette maturité. Donc la date terminale est fixe, mais la maturité restante est décroissante. La volatilité peut bouger énormément. Donc ça, c'est une variable qu'il faut garder en tête. Le dividende, les dividendes, s'il y a des dividendes qui sont déjà prévus, ça va être déjà incorporé dans le prix de l'option. Le seul dividende qui va impacter le prix de l'option, c'est des dividendes imprévus. Si j'achète, je pense qu'on a parlé ce matin, quand j'achète l'option aujourd'hui qui a une maturité en décembre, si un dividende qui est déjà déclaré pour novembre, ça va être déjà reflété dans le prix de l'option. Non, ce qui ne va pas être reflété dans le prix de l'option, c'est si au mois de novembre, ils annoncent un dividende spécial. Ça, évidemment, c'était imprévu. Quand j'ai acheté l'option, ce n'était pas connu par le marché, et donc ça pourrait affecter négativement ou positivement, dépendamment si j'ai un call ou un put, la valeur de mon option. Mais tous les dividendes qui sont déjà prévus sont déjà incorporés dans le prix. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces paramètres et on va les transformer en lettres grecques. On va pas parler de la sensibilité de l'option au sous-jacent, ou la sensibilité de l'option à la volatilité. On va parler plutôt de delta, de gamma, de vega et de θ. On va parler comme des vrais négociateurs d'options et on va essayer de structurer des stratégies qui ne sont pas basées sur j'achète des calls et des puts à certains niveaux, mais je veux m'exposer à différents paramètres de risque, que ce soit du gamma, du delta, du θ. On va passer à travers un par un. Et quels sont les risques et pourquoi est-ce que je ferais ce type de stratégie? Et vous allez voir qu'il y a des stratégies très très typiques que font les négociateurs qui sont basées sur ces différents paramètres grecs. Et pour eux, que ce soit un call ou un put, c'est la même chose. Donc ce matin, ce qu'on a retenu, je pense que pour vous, vous devrez percevoir les calls et les puts comme deux choses très différentes. L'option d'achat et l'option de vente, quasiment opposées. Cet après-midi, on va voir que les calls et les puts, en termes de négociation d'options, c'est la même chose. Et donc, c'est quand même, on va aller loin cet après-midi de la façon qu'on perçoit des calls et des puts présentement, qui sont les puts, c'est quasiment l'inverse d'un call. Option pour vendre, option pour acheter. En termes de stratégie de négociation plus dynamique, vous allez voir que c'est la même chose, dans une certaine perspective. Donc, le delta, très simple, le delta, c'est la sensibilité de votre option au mouvement du sous-jacent. Donc, quand vous pensez à j'achète un call parce que ça va monter, vous êtes en quelque part en train d'acheter du delta. Vous anticipez que le sous-jacent va monter, vous savez que votre call va monter parce que le sous-jacent a monté, vous êtes en train d'acheter du delta. D'accord? Et souvent, quand on achète des actions, on achète des options d'achat, des options de vente, on pense très directionnel. On achète le call parce qu'on espère que ça va monter, mon call va prendre de la valeur et je vais augmenter ma richesse, ou je vais acheter un put parce que je pense que l'action va baisser et à la date terminale, le put aura une valeur supérieure. Vous êtes simplement en train de penser à votre stratégie en termes de delta.
c'est-à-dire la sensibilité de votre option, que ce soit un call ou un put, au mouvement du sous-jacent. D'accord? Mais il y a beaucoup plus de paramètres à prendre en jeu. Le gamma, c'est la sensibilité du delta. Donc, votre delta, c'est est-ce que si votre option, elle bouge, si votre action bouge de $1, de combien va bouger votre option? Ça vous dit votre delta. Mais ce n'est pas toujours le même montant. Votre delta fluctue dans le temps. Il y a des fois où l'action et l'option bougent beaucoup ensemble, quand l'option est en jeu. À parité, le delta de cette option peut être autour de 1,5. Pour $1 de mouvement dans l'action, l'option bouge peut-être de 50 sous. Et quand l'option est hors jeu, l'action peut bouger de plusieurs dollars et l'option ne va pas bouger du tout. Donc, vous pensez, j'achète le droit d'acheter Apple à $1,000 pour le mois de décembre. Si Apple maintenant bouge de 10, 20, 30 $, mon option ne va pas augmenter en valeur parce que je suis encore très, très loin du 1000. Hein? Mais à fur et à mesure que je me rapproche du 800, 900, du 1000, là, tout à coup, mon option, elle va commencer à augmenter en valeur de plus en plus rapidement. C'est-à-dire la sensibilité de mon option à des mouvements du sous-jacent n'est pas toujours pareil. Ça dépend du niveau d'enjeu de mon option. Si je suis hors jeu, très faible sensibilité. Si je suis à parité, la sensibilité est plus importante. Et si je suis très en jeu, ça bouge presque du 1 pour 1. On prend le cas extrême. Si j'avais le droit, une option pour acheter Apple à $5. Okay? Un call d'Apple à $5. Le call et l'action bougeraient quasiment 1 pour 1. Ouais, il n'y aurait pas de différence. Si l'action d'Apple monte de 680 à 681, mon droit d'acheter Apple à $5 passerait de 675 à 676. Ouais? Donc là, j'aurais du 1 pour 1. Ouais? Donc la sensibilité de votre option à des mouvements du sous-jacent dépend du niveau d'enjeu. Ouais? Et donc des fois, ça peut bouger très lentement. Des fois, ça peut augmenter très rapidement. Et donc, quand on parle du gamma, c'est cette sensibilité du delta. Quand est-ce que le delta change? Le delta, il change peu quand elles sont hors jeu, il change peu quand elles sont en jeu, mais quand on passe proche de la parité, le delta change énormément. Le niveau de sensibilité peut changer énormément. Et les négociateurs d'options, on va voir des stratégies précises, ils transigent énormément ce gamma. Ce gamma, c'est ce qu'on appelle la convexité. Okay, je pense que ça va être plus clair quand on va regarder des beaux graphiques. Donc, delta et gamma, c'est des paramètres, les paramètres les deux premiers grecs. Vega, c'est simplement notre exposition à la volatilité. Quand on parle de Vega, c'est quel sera l'impact sur la valeur de mon option si la volatilité change de 1%. Donc, si la volatilité n'est pas historique, mais la volatilité implicite, la volatilité, l'incertitude par rapport au futur. Si ça augmente, quel est l'impact sur le prix de mon option? Donc, le Vega, ça va me donner la sensibilité de mon option à ce paramètre de risque qui est la volatilité. Et après, on a le θ. Et le θ, c'est simplement l'exposition au temps. À fur et à mesure que le temps passe, ça a un impact sur la valeur de notre option. Donc, on peut quantifier cet impact. Le θ quantifie l'impact du passage du temps sur la valeur de notre option. D'accord? Et avec ces 4 paramètres-là, et un cinquième dont on ne va pas parler, qui est le ρ, qui est la sensibilité au taux d'intérêt, mais on va se limiter à ces 4, on peut caractériser parfaitement le risque de toute stratégie d'option. D'accord? Donc, je peux caractériser toutes les options en 4 paramètres, delta, gamma, vega et θ, et bien comprendre mon risque en les résumant avec ces 4 paramètres. Voici un tableau de ce qui se passe si vous achetez des options. D'accord? Ou même, on va commencer avec des actions. Si j'achète une option, si j'achète une action, oh là là, si j'achète une action, un titre boursier, qu'est-ce que j'ai acheté? Donc, je suis long l'action. En termes des paramètres grecs, la seule chose que j'ai acheté, c'est du delta. Ouais? Une action, c'est une unité de delta. D'accord? Vous achetez une action, vous avez un delta. Ouais? Si on veut exprimer nos actions en termes des paramètres grecs. Si je vends à découvert une action, je suis short 1 delta. J'ai une position de moins 1 delta. Ouais? Tout ce que ça veut dire, c'est que si l'action monte de $1, je perds $1. Ça, c'est ce que ça veut dire d'être moins 1 delta.
d'être plus 1 delta, ça veut dire que si l'action monte de 1 $, je gagne 1 $. C'est la sensibilité de l'action par rapport à elle-même. Donc elle est parfaitement corrélée avec elle-même, l'action. Si ce n'était pas le cas, ça serait un petit peu surprenant. Hein? Donc ici, et dans les actions, quand on achète une action, on achète juste du delta. Donc les actions, c'est simple. C'est pour ça que c'est assez facile à gérer, puis c'est beaucoup moins compliqué que les options, parce que tous les autres grecs, il n'y en a pas dans les actions. It's a pure delta play. C'est juste du delta, une unité de delta si j'achète l'action, moins une unité de delta si je suis short. Si j'achète 50 actions, j'ai 50 unités de delta. Si je vends 100 actions à découvert, je suis moins 100 unités de delta. D'accord? Très simple. Maintenant, si on regarde les calls et les puts, donc on va regarder la troisième et la cinquième ligne pour l'instant. Quand j'achète, la position longue en option d'achat, je vais commencer par les options d'achat parce que je trouve souvent c'est plus intuitif les options d'achat que les options de vente. Quand j'achète une option d'achat, je suis long un call, j'achète un call. Donc ici, ce qu'on appelle long en option d'achat, je suis long un call, j'ai acheté un call. Qu'est-ce que j'ai comme exposition par rapport à mes grecs? Je sais que le call, il va augmenter, toutes choses étant égales par ailleurs, il va augmenter si le sous-jacent il monte. Si le sous-jacent monte, mon call, il devrait prendre la valeur. Peut-être un petit peu de valeur, peut-être beaucoup de valeur. Le montant exact, on en parlera plus tard, mais je devrais avoir une relation positive entre l'évolution du prix du sous-jacent et la valeur de mon call. Donc, je suis long delta. Long gamma, c'est simplement le fait que quand on achète une option, on achète un produit qui est non linéaire, dont le delta va changer. Et je vais vous montrer après que donc, quand on achète un produit dérivé, une option, quelle que soit l'option, on est long cette convexité. On va profiter du fait que le delta va varier dans le temps. Donc tout acheteur d'options, que ce soit un call ou un put, est nécessairement long gamma. Gamma étant, c'est le fait que l'option est convexe. Donc dès qu'on achète l'option, on achète cette caractéristique de convexité. Donc on sait que l'option ne va pas toujours, la valeur de l'option ne va pas toujours bouger de la même façon avec le sous-jacent, et ce gamma capture le fait que l'option et le sous-jacent n'ont pas toujours la même relation. Toujours dans le même sens, mais pas toujours la même quantité. Exposition au θ, quand j'achète une option, le temps est défavorable. Le passage du temps, pour moi, c'est défavorable. Chaque jour qui passe, mon option perd de l'argent. Juste à cause du temps. Peut-être il a gagné de la valeur parce que la volatilité bougeait ou le sous-jacent a bougé, mais le temps est en ma défaveur. Avec chaque jour qui passe, l'option va valoir un petit peu moins. Donc je suis ce qu'on appelle short θ, θ étant la caractérisation du temps. Et je suis long vega. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la volatilité augmente, ça a un impact positif sur la valeur de mon option. Donc, la caractérisation long vega, c'est si vega augmente, c'est bon pour moi. Je profite d'une augmentation du vega, je profite d'une augmentation de la volatilité implicite, de l'incertitude des marchés. Okay. Ça, c'est pour une position quand j'achète un call. On va passer 2 lignes plus haut. La position où on achète un put. Vous allez voir, la seule différence, c'est dans la première colonne. La seule différence, c'est quand j'achète un put, je profite plutôt d'une baisse du sous-jacent. Donc, si le sous-jacent baisse, mon option aura plus de valeur. Donc, je suis delta négatif, je suis short delta. Je vais profiter d'une baisse du sous-jacent. Donc, en termes de directionnalité, je profite d'une baisse et donc je suis court ou short delta. En termes de gamma, de θ et de vega, j'ai exactement la même situation que si je suis long un call. Long put et long call, la seule chose qui les différencie, c'est ma sensibilité au mouvement du sous-jacent. Toutes les autres sensibilités sont les mêmes. D'accord? Et donc, c'est clair que c'est une grosse différence. Une profite d'une baisse, l'autre profite d'une augmentation, mais tous les autres paramètres grecs, toutes les autres mesures de sensibilité sont les mêmes. Et ce qui est intéressant, c'est que cette colonne ici, elle existe, la première colonne, donc l'exposition delta, il en existe beaucoup d'autres dans le marché. Le delta, on peut se le procurer ailleurs. On peut se le procurer dans le marché des actions. Et si vous regardez, les actions, elles ont juste du delta,
et rien d'autre. Ça veut dire que la première colonne, pour des options, je peux m'en débarrasser. Je peux la couvrir en prenant une position inverse sur des actions. Et je peux donc éliminer cette première colonne complètement. Parce que je peux éliminer mon delta avec des actions et tout le reste de ma stratégie, les grecs, le gamma, le θ, le véga, reste inchangé. Si j'ajoute des actions à mon option, ça va changer le delta de mon portefeuille, mais ça ne va pas changer mon gamma, mon θ et mon véga. Donc je peux éliminer le delta. Je peux trouver une stratégie qui est purement exposée au caractère grec, aux sensibilités à du gamma, à du θ, à du véga. Je peux éliminer le delta. Et dans ce cas-là, si j'élimine le delta, un call et un put n'ont aucune différence. Donc acheter un call ou acheter un put revient à la même chose si je peux neutraliser mon delta. Et la majorité des stratégies de négociateurs d'options sont des stratégies delta neutres. Ils ne vont pas dans le marché des options pour s'exposer à du directionnel. Le delta, il y en a plein dans ce monde. Et on a juste besoin d'acheter des actions pour avoir du directionnel. On peut mettre du levier à travers un compte de marge sur des actions. Donc si on veut juste du delta, si on veut juste une exposition directionnelle, on peut la chercher directement dans le marché sans utiliser des options. Maintenant, quand on achète des options, on a un package deal. On a du delta, du gamma, du θ, du véga. Et le delta, peut-être, on ne le veut pas. Et souvent, on ne le veut pas. Donc, en incorporant des actions dans notre stratégie, on peut éliminer la première colonne et se trouver avec des stratégies qui sont juste exposées aux autres grecs. Et si c'est le cas, si on élimine ce delta, un call et un put, c'est la même chose. D'accord ? Et on va voir que dans toutes les stratégies qu'on va voir, ça, on va parler de call et de put, mais ce n'est pas important. L'important, c'est est-ce que je suis long option ou short option. Parce que long option, si vous regardez la troisième et la cinquième ligne, position long en option d'achat et position long en option de vente, si on élimine les deltas, les deux lignes sont identiques. On est long gamma, on est court θ et on est long véga si on est acheteur d'options. Si on est vendeur d'options, on est court gamma, on est long θ et on est court véga. Et c'est toujours le cas. Ça ne change jamais. D'accord ? Et donc on va regarder certaines stratégies qui cherchent à extraire des rentes de ce gamma, tout en gardant une neutralité au delta. Et on va voir que ce soit un call ou un put, dans le monde des négociateurs d'options, je suis complètement indifférent entre acheter un call et un put si je veux neutraliser mon delta. Je vais passer cet acétate, j'en ai un petit peu déjà parlé. C'est ce qu'on vient de résumer sur l'acétate précédente. Quelques petits points avant de rentrer dans les stratégies. Et je vais aller en beaucoup plus de détails sur les Grecs pour que ça soit bien clair. Quelques petites règles qui doivent tenir toujours. Un acheteur d'options, et là encore je ne spécifie pas quel type d'option parce que ce n'est pas important, un acheteur d'options est long gamma, il est short θ, il est long véga. C'est impossible de ne pas avoir, si vous achetez une option, de ne pas avoir une exposition positive à la volatilité. Ça veut dire que la volatilité, c'est toujours bon pour vous, le temps est toujours mauvais. D'accord ? Plus le temps passe, plus c'est mauvais pour vous. Et donc, contrairement, quelqu'un qui a vendu des options, ben lui, il a une exposition négative, donc courte, à gamma et véga, qui sont la convexité et la volatilité implicite. Et pour lui, le temps qui passe, c'est une bonne chose. Plus le temps passe rapidement, mieux c'est pour lui. Si le temps passe et l'action ne bouge pas, ben c'est bien parce que l'option qu'il a vendue perd de la valeur. D'accord ? Donc, le passage du temps pour quelqu'un qui a vendu une option qui est long θ, c'est une bonne chose. Vous ne pouvez pas juste être long θ. Ce serait bien ça. Si on pouvait juste être long θ puis ne pas avoir les autres grecs. Impossible de construire ce type de portefeuille. On peut éliminer le delta, on peut éliminer certains des paramètres grecs, mais on va toujours en avoir deux. Il y a toujours un trade-off dans les options. Donc, je peux être exposé à de la volatilité implicite, mais il y aura toujours un délai sur ma trade. Il faut que quelque chose se matérialise avant une certaine date. Je peux être long véga, ce qui me dit je vais profiter si la volatilité implicite augmente, mais il faut qu'elle augmente avant une certaine date. Parce que sinon, à un moment donné, elle va augmenter sinon. Ouais. Le θ, c'est notre date. Et le plus on s'approche de cette date, le plus notre option perd de l'argent. Donc, on va commencer à la base. On en a parlé déjà un petit peu. Le delta, qui est la sensibilité de l'action au sous-jacent.
Donc détenir une option, c'est comme détenir une position directionnelle dans l'action. Et le delta mesure cette sensibilité. Donc la correspondance n'est pas du 1 pour 1, comme on a mentionné avant. Une option qui est hors jeu, la sensibilité va être très très faible. Une option qui est à parité, cette sensibilité commence à augmenter. Et une option qui est en jeu, et même profondément en jeu, donc deep in the money, là on va commencer à avoir une relation de 1 pour 1 entre l'option et l'action. Mais le delta est variable dans le temps. Et donc le delta, comme on a mentionné, je vais passer cet acétate, c'est juste la sensibilité de l'option au sous-jacent. Mathématiquement, pour ceux qui se souviennent de leur produit, de leur dérivée financière, dérivée mathématique, le delta, c'est simplement la première dérivée du prix de l'option par rapport au prix du sous-jacent. Et pour revenir à la formule Black-Scholes dont je vous ai parlé, Black-Scholes nous ont donné une belle petite formule pour le prix de l'option. Donc ce qui serait ici C. Et une fois qu'on a une formule, on pourrait calculer tous les dérivés après. Le problème, c'est qu'on n'avait pas une formule pour le prix d'une option, c'était impossible de calculer tous ces paramètres grecs qui sont les sensibilités. Une fois qu'on avait cette belle formule de Black-Scholes, tous les grecs étaient faciles à calculer. Et donc, on pouvait les extraire très facilement et calculer des portefeuilles et des mesures de risque pour ces différents portefeuilles, ces différents produits. Résumé rapide, pour une action, le delta est 1. D'accord? Si je suis long une action, j'ai un delta de plus 1. Si je suis short une action, j'ai un delta de moins 1. Donc, et à ne pas confondre le delta d'un produit et mon delta dans le produit. Une action a toujours un delta de 1. Si moi je suis short une action, j'ai une position négative dans un produit qui a un delta positif. Donc c'est moins 1, c'est ma position qui est peut-être moins sans action, fois le delta de l'action qui est 1. Donc une action a toujours un delta positif. Ma position dans l'action peut avoir un delta négatif. D'accord? Donc c'est important de faire la différence entre le delta d'un produit et le delta de ma position dans le produit. Parce que moi, le produit, je peux l'acheter ou le vendre. D'accord? Donc, quand on parle d'un call, le call a toujours un delta positif. Donc, le call, si le sous-jacent augmente, le call augmente. Si moi, je vends un call, ben là, je veux que le marché baisse. Le call, lui, il a un delta positif. Moi, j'ai vendu le call, donc ma position dans le call me donne un delta négatif. Donc, il y a une petite nuance là, mais le delta du call est toujours positif, il est entre 0 et 1. Il va toujours profiter, le call va augmenter en valeur à fur et à mesure que l'action monte. Et le delta d'un put, ben, il est négatif et il n'est jamais supérieur à moins 1. Donc, il est toujours pris entre 0 et moins 1. Et le call, le put va augmenter en valeur à fur et à mesure que le prix du sous-jacent baisse. Et ce qui est important à noter, c'est que ce delta, ben, il n'est pas constant dans le temps, donc il va fluctuer. Et ce changement dans le delta va affecter beaucoup notre stratégie et notre façon de calculer notre risque. Ici, vous avez un petit exemple. Donc, vous avez la valeur intrinsèque de l'option qui est la ligne droite, donc à 0, puis qui monte. Et après, la ligne courbée, donc la ligne convexe, c'est la valeur de l'option pour différents niveaux du sous-jacent. Et donc, vous voyez que comment est-ce qu'une option bouge avec les mouvements du sous-jacent? Ben, ce n'est pas du tout une ligne droite. Au début, ici en bas, elle bouge très peu à fur et à mesure que le sous-jacent augmente. À un moment donné, le sous-jacent va commencer à... Encore une fois, j'ai pas un pointeur très efficace ici, mais le sous-jacent... j'ai pas le droit de me déplacer, c'est très difficile, le pointeur ne marche pas. J'ai besoin d'un bras plus long. Est-ce que je peux jeter quelque chose? Donc ici, vous voyez que le prix du sous-jacent, le prix de l'option commence à être de monter de plus en plus rapidement, et à un moment donné, ben, elle monte au même rythme que le prix du sous-jacent. Donc l'option, elle a une sensibilité faible au sous-jacent au début, après cette sensibilité devient de plus en plus importante, et elle arrive à un maximum. Donc le delta, c'est la sensibilité du prix du sous-jacent, du prix de l'option au prix du sous-jacent. On voit ici un mouvement de 1 $ dans le sous-jacent, un petit effet sur le prix de l'option, tandis que plus loin, le même mouvement de 1 $ dans le sous-jacent a un effet beaucoup plus important sur le mouvement du sous-jacent, de l'option. D'accord? Donc, le delta n'est pas constant,
Et donc, il faut être conscient du fait que quand on achète une option, ben, un mouvement de 1 $ dans le prix de l'action ne va pas toujours avoir le même impact sur notre portefeuille d'options. Comme j'ai mentionné avant, est-ce qu'on a vraiment besoin d'options pour du delta? Ça a l'air d'une façon très difficile de se procurer du delta. Si vous voulez du delta, achetez des actions. Hein? On n'a pas besoin d'acheter des options pour aller chercher du delta, ça nous donne un petit peu de levier, mais avec le delta des options, on se retrouve avec un bagage d'autres sensibilités à d'autres paramètres. Donc le delta, on peut facilement le trouver à travers des actions, des ETF, etc. Et la majorité des négociateurs d'options, comme j'ai mentionné avant, ils ne veulent pas de ce delta. Leurs stratégies vont être par construction delta neutre. Et comment est-ce qu'on rend une stratégie delta neutre? Ben, c'est assez simple, on achète nos options ont un certain delta, donc un delta 2.5. J'achète un contrat d'options, donc 100 options avec chacun qui a un delta 2.5. C'est-à-dire que mon delta de mon portefeuille d'options est de 50. Un contrat, 100 options fois 0.5, qui est le delta de chaque option. Donc j'ai un delta de 50. Avec ce delta, j'ai aussi mes autres paramètres, du gamma, du véga, mais on va laisser ça pour plus tard. Mais j'ai ce delta qui est de 50. J'aimerais m'en débarrasser. Comment m'en débarrasser? Ben, la solution la plus simple, c'est d'aller dans le marché des actions, le marché du produit sous-jacent, et vendre des actions. Si je vends 50 actions, ben là, je viens de me débarrasser de 50 unités de delta. Et je me retrouve avec mon option, dont j'ai éliminé le delta, et il me reste juste les autres paramètres grecs. Et donc, je peux construire une stratégie après qui est juste sensible à ces autres paramètres grecs. Et on va voir un petit peu pourquoi ces stratégies peuvent être intéressantes. Donc, souvent, on veut simplement éliminer le delta. C'est une nuisance dans notre portefeuille. Et on veut créer des portefeuilles qui sont plus, des stratégies qui sont plus sensibles aux autres paramètres grecs. Voici un petit graphique de votre delta, comment il évolue dans le temps. Vous voyez qu'avec une longue maturité, donc en bas vous avez le sous-jacent, puis au milieu vous avez le prix d'exercice. Au début, quand il y a une longue maturité à l'option, le delta est plutôt linéaire. À fur et à mesure que le sous-jacent augmente, votre sensibilité au sous-jacent va augmenter aussi. Le plus on s'approche de la date d'expiration de l'option, le plus votre delta devient binaire. Donc pensez à une option qui vient à maturité dans une semaine, ou même dans un jour. Donc si l'option vient de maturité demain et votre prix d'exercice est à 10 $, si le prix du sous-jacent est à 9,50, ben vous n'allez pas être très sensible à un mouvement du sous-jacent. Il faut que le sous-jacent monte jusqu'à 10 $ avant demain pour que votre option ait de la valeur. Donc le plus on est proche de la date de maturité, le plus le delta de l'option devient binaire. Ça va être ou bien 0 ou bien 1. Il est bien en jeu ou hors jeu. Mais la transition entre en jeu et hors jeu va être très faible parce qu'il n'y a plus de valeur temps à cette option. Donc le moins il y a de valeur temps, le plus le delta devient binaire. Donc, si on veut éliminer le delta, et là je vais m'en venir à des stratégies, je sens que c'est... pourquoi est-ce qu'on veut se débarrasser du delta? C'est pour profiter des autres paramètres grecs. Et donc la stratégie à laquelle je veux en venir, qui est la stratégie la plus traditionnelle pour les négociateurs, c'est des stratégies de long gamma delta neutre. Et on va passer à travers pour montrer comment on peut profiter de ces types de stratégies. Mais rapidement, quel est l'avantage de négocier la convexité? Ben, la convexité, c'est le changement du delta. Donc on sait que l'option, sa sensibilité n'est pas toujours la même au sous-jacent. Et ce qu'on veut faire, c'est essayer de profiter du fait que cette sensibilité varie dans le temps. Ça peut nous permettre de créer des stratégies qui pourraient être intéressantes. Donc, le delta est égal à la pente de la courbe. Ici, vous voyez que la même courbe qu'on avait avant. La ligne mauve, c'est votre sensibilité à un mouvement du sous-jacent. C'est votre delta. D'accord? Donc, quand j'estime le delta de mon option, en fin de compte, je suis en train d'estimer la ligne droite qu'on retrouve là. Pour un mouvement de 1 $ dans le sous-jacent, qu'est-ce que j'anticipe comme mouvement dans le prix de l'option? D'accord? Ce n'est pas parfait. Ma prévision de mouvement dans le prix de l'option ne va pas être parfaite parce que l'option, elle, ne bouge pas en ligne droite avec le sous-jacent. Il y a cet effet de convexité. Et on peut voir que si, dans le cas où l'option monte,
Donc, quand on va vers la droite du point initial, ben, l'option monte plus que la ligne mauve. C'est-à-dire que le mouvement qui serait prédit par notre delta va être plus petit que la vraie augmentation du call. Et quand on regarde la baisse, donc vers la gauche, la baisse prévue par la ligne mauve, qui est la ligne droite, le delta statique, si vous voulez, est plus importante, la baisse, que la baisse réelle du prix de l'option. Parce que l'option a cet aspect convexe. Donc le delta, si on utilise un delta pour faire de la couverture, ou pour estimer notre sensibilité, on va sous-estimer la hausse du prix du call, et on va surestimer la baisse du prix du call. D'accord? Et ça, c'est dû à cette nature, cette convexité qu'on a dans l'option. Plus techniquement, le gamma, évidemment, c'est la sensibilité du delta. Et pour vous donner une idée un petit peu pour comment on quantifie ça, si on pense à un delta de 0,25, quand on pense à le delta de 0,25, ça nous dirait que si j'ai 100 options d'achat, je suis court de 100 options d'achat, mon delta, si le delta de l'option est de 0,25, est équivalent à avoir un delta négatif de moins 25. Ouais, donc 0,25 par action, sans action par contrat, mais je suis à découvert ce contrat. Je l'ai vendu. Donc j'ai moins 25 de delta. Si je veux éliminer ce delta, je peux acheter 25 actions. Donc là, j'ai éliminé mon delta. Mais le delta de mon option, elle va changer. Le delta de mes actions ne changera pas. Le delta de mes actions est toujours 1. Donc d'un côté, j'utilise un outil pour me couvrir qui a toujours le même delta. Et de l'autre côté, j'ai un outil dans lequel je spécule qui a un delta variable. Et donc, quand le sous-jacent va bouger, ben, le delta de l'option ne sera plus 0,25. Si l'action monte, le delta de l'option va se retrouver à 0,30 par exemple. Le gamma nous donne une idée de quel sera le changement dans le delta si le sous-jacent bouge. D'accord? Donc, c'est cette mesure de l'erreur d'approximation qu'on a si on se fie à un delta pour mesurer la sensibilité de notre portefeuille à des mouvements du sous-jacent. Et vous voyez là que le delta quand on est hors jeu, donc la pente est beaucoup plus faible que le delta quand on est en jeu plutôt. Ce changement dans le delta, ben, c'est une mesure de la variation de ce delta, c'est notre gamma, c'est notre mesure de convexité. Quelques petits mots sur le gamma. La valeur des gammas sont maximisées lors de l'option est à parité. La convexité d'une option est à un maximum à parité. Donc, quand on va parler de stratégie long gamma, ou si vous regardez les volumes dans les marchés des options, vous allez voir que la majorité du volume, c'est à court terme à la monnaie. Et la raison est simple, c'est là où il y a le plus de convexité. C'est là où le delta bouge le plus. Le delta est le plus variable, c'est-à-dire qu'il y a du gamma, il y a de la convexité, et donc je peux construire des stratégies qui profitent de cette convexité. D'accord? Donc, 90% du volume se joue front month at the money, c'est-à-dire le premier mois des options proche de la monnaie. C'est parce que les négociateurs d'options, ils peuvent créer des stratégies qui leur permettent de profiter de cette convexité. Et la convexité est à un maximum pour des maturités courtes et pour des options qui sont à parité. Et encore une fois, comme le delta, le gamma est une fonction du temps, de la maturité. Comme je viens de mentionner, le gamma est à un maximum à des courtes maturités proches de la monnaie. Donc on va se concentrer pour maximiser notre gamma, pour pouvoir faire des stratégies qui nous permettent de profiter de cette convexité à des options qui sont de courte maturité à la monnaie. Et quand vous regarderez sur vos sites, sur le site de la bourse, sur vos sites de courtage, vous allez voir que le gros du volume se situe toujours dans cette tranche du marché. Et ça, ce n'est pas les personnes qui font de la couverture qui sont là. Ça, c'est vraiment les stratégies de négociation qui sont un petit peu plus dynamiques. Donc ça, c'est un petit peu une autre représentation du graphique avant. Quand on a des maturités très longues, le gamma, la ligne pointillée est très très faible. Le plus on s'approche d'une maturité courte, donc là vous avez les lignes du milieu, le gamma devient très 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 prononcé.
mais sur une zone de prix très très faible. D'accord? Donc vraiment à la monnaie de courte maturité. Donc tout ça, ça m'amène à ma stratégie gamma neutre, long gamma delta neutre. Et je pense que c'est important de comprendre ce que je vais mettre en juxtaposition cette stratégie avec la stratégie inverse qui est gamma long, gamma short, delta neutre. Vous allez voir que c'est deux vraiment différents types de négociateurs qui vont prendre ce type de stratégie. La stratégie long gamma delta neutre, il s'agit simplement d'acheter des options et de faire une stratégie de couverture delta. D'accord? Pourquoi est-ce que je vais faire ça? Pourquoi est-ce que je veux éliminer le delta de mon exposition? Pourquoi est-ce que je ne veux pas profiter de cette nature directionnelle des options? Mais la raison est simple. Voici mon option. Voici ma couverture delta de l'option. On avait vu avant que le delta va pas être très précis à prédire les mouvements de l'option par rapport au sous-jacent. Il va sous-estimer les gains et surestimer les pertes. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-ci si j'achète l'option et je vends des actions pour couvrir mon delta? Ben, je me retrouve à avoir acheté la ligne courbée et vendu la ligne droite. Mon point de départ est... Hop, je vais revenir. Mon point de départ est ici, au milieu. À ce moment ici, je calcule mon delta, j'achète l'option et je vends le nombre nécessaire d'actions pour être delta neutre. Si le sous-jacent augmente, donc si le sous-jacent, donc on part de ce point-là, on va vers la droite, l'option va monter en valeur. Moi, j'ai vendu des actions pour me mettre delta neutre. Je suis long un call, c'est-à-dire que j'avais du delta positif, j'ai dû vendre des actions à découvert pour éliminer mon delta. Quand le sous-jacent monte, mon option va monter, l'action va monter aussi, je perds sur ma stratégie d'action, sur ma couverture, parce que je suis short une action qui a pris de la valeur, mais je gagne sur ma stratégie d'option. Et en fin de compte, le gain que j'ai, vu la convexité de l'option, le gain sur l'option, si l'action monte, va être plus important que la perte que j'ai sur ma position courte. Parce que je gagne la ligne courbée, je perds la ligne droite. Donc, si ça monte, je gagne. Je vais gagner la différence entre la ligne courbée et la ligne droite. Maintenant, regardons l'autre côté de la trade. Si le prix baisse, j'ai vendu à découvert la ligne droite et j'ai acheté la ligne courbée, qui est l'option. Donc, je vais perdre évidemment par rapport à l'option. L'option va baisser, mais l'option va baisser moins que l'action. Parce que mon delta n'est pas constant. À fur et à mesure que l'action baisse, le delta de mon option diminue. Et donc, je vais perdre moins sur mon option que je vais gagner sur ma position à découvert sur les actions. Donc, dans ce cas ici, je vais gagner la différence à droite entre la ligne courbée et la ligne droite. Et à gauche, encore une fois, je suis gagnant. Je gagne la différence entre la ligne courbée et la ligne droite. Donc, je suis gagnant dans les deux directions. Que l'action monte ou que l'action baisse, je gagne. Et l'action a juste besoin de bouger de quelques dollars. Même pas quelques dollars, quelques sous. Tout de suite, je commence à gagner. Très différent de notre straddle qu'on a vu avant, qui nous a coûté 80 $ pour commencer à faire de l'argent. Donc ici, on a une situation où le moindre mouvement dans une direction ou dans l'autre me permet de faire un profit. D'accord? Le plus l'action bouge, le plus l'écart dans les deux directions se creuse entre la ligne droite et la ligne courbée. Donc dans les deux directions, le plus grand le mouvement, le plus grand mon profit. Je suis gamma long, donc être gamma long, ça veut dire que je profite de la convexité de l'option. Je suis delta neutre, je suis indifférent dans quelle direction le marché bouge. Être delta neutre, ça veut dire ça, j'ai éliminé l'aspect directionnel de ma stratégie. Et la seule chose que j'ai dû faire, c'est acheter une option qui a de la convexité. Donc il faut qu'elle est convexe. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que j'achète une option qui a une maturité courte et qui transige proche de la monnaie. Parce que là, il y a de la convexité. Donc pour avoir ce bel effet de convexité, j'achète des options court terme et à parité, ce qui me permet de profiter dans les deux directions. Et là, ça a l'air trop facile. Je profite si ça monte, je profite si ça perd, c'est la descente. Donc il doit y avoir il doit y avoir un catch quelque part. Et
évidemment, c'est le fait que je viens de m'acheter des options, comme j'ai dit, court terme à la monnaie. Il y a une grosse valeur temps, et la valeur temps diminue rapidement. C'est mon θ, pardon? Un exemple numérique? Oui, j'en ai un sur une acétate après. Donc ça, par exemple, si on prend, je vais faire un exemple approximatif, puis après on va regarder des chiffres. Si on prend le cas de RIM, donc l'exemple qu'on avait fait avant, là, RIM est à $8. Right? Donc, j'achète une option à la monnaie. Attends, vous savez quoi, je vais revenir en arrière. Je vais retourner en avant. Ok, voilà. Je pense qu'on a quelque chose ici. Le delta de mon option est de 0,5. La majorité des options à la monnaie vont avoir un delta proche de 0,5. Ouais, c'est le delta typique d'une option à la monnaie. Une option hors jeu a un delta proche de 0, une option en jeu, une option delta de 1, et quand on est quelque part au milieu, à parité, on est entre 0,4 et 0,6. Donc si je veux transiger une option qui a du gamma, qui a de la convexité, il faut que j'achète une option qui est proche de parité et donc qui a un delta proche de 0,5. Donc ici, on a une option qui a un delta de 0,5 et j'ai une position longue en 10 options. Donc 10 options, 100 actions par option, ça fait 1000 fois mon 0,5. Ouais? Donc en achetant l'option, je me suis procuré 500 unités de delta avec mon gamma, mon short θ et mon long vega. Ouais? Mais j'ai 500 unités de delta. La première chose que je vais faire, je vais me débarrasser de ce delta. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vendre 500 actions. Chaque action a un delta de 1. Moi, mon problème avec mon portefeuille, ma position d'option présentement, j'ai acheté 10 contrats qui ont un delta de 0,5 chacun. J'aime la composante gamma de mon portefeuille. Oublions les autres grecs présentement, mais je veux me débarrasser de ce delta. En fait, je veux me neutraliser par rapport au delta. Comme ça, si je suis neutre au delta, je profite dans les deux directions. Si j'ai un delta positif ou un delta négatif, je profite d'une tendance dans une direction ou dans une autre. Je vais éliminer cet aspect-là. Donc, je vais éliminer le delta complètement en vendant 500 actions de la compagnie. Maintenant, je suis delta neutre. J'ai encore mon gamma, j'ai tous mes autres grecs, parce que vendre des actions, ça élimine juste le delta. Ils n'ont pas d'autre sensibilité. Et donc là, je me retrouve ici avec un delta de 0,5, long call, et une position short dans 500 actions. L'action baisse. Hein? L'action baisse de $100 à $90. Je vais perdre $10 par action. L'action va perdre $10. Moi, je suis short l'action, ouais, et donc je vais profiter de ce $10. Cette baisse, pour moi, c'est une valeur ajoutée parce que j'ai vendu 500 actions. Je les ai vendues à $500 je l'ai vendue à $100, elle valent $90. $10 fois les 500 actions que j'ai vendues à découvert, $5 000 de profit. Ouais. L'option, la diminution dans le prix de l'option va être moins que ce $5 000. Pourquoi? Parce que le delta de l'option n'est pas demeuré à 0,5. La ligne est courbée, si vous voyez. Donc, à fur et à mesure que l'action baisse, le delta de mon option diminue. Ça veut dire que le plus l'action baisse, le moins l'option baisse. Et de plus, elle baisse de moins en moins rapidement. Et donc, la différence entre la ligne droite et donc le $5 000 que j'ai fait sur ma valeur de mes actions que j'ai vendues à découvert va être supérieure aux, disons, $4 000 que je vais perdre sur la valeur de mes options. Donc, les options vont perdre de la valeur, mais je vais faire plus d'argent sur ma position short action parce que eux, leur delta est resté toujours pareil, tandis que le delta de mes options a diminué à fur et à mesure que le marché a baissé. Et ces stratégies fonctionnent dans les deux directions. On gagne, le moindrement le marché bouge, on gagne de l'argent. Pour concrétiser ce gain, il faut évidemment, si on arrive ici et notre delta de notre option maintenant se retrouve, donc l'action a baissé de $10, le delta de mon option n'est plus 0,5, elle est maintenant 0,2. Donc là, présentement, j'ai toujours ma position dans mes options avec un delta de 0,2. J'ai 10 contrats, donc j'ai 10 contrats fois 100 actions par contrat, donc 1000 fois 0,2. J'ai 200 delta dans mes options.
Mais là, je suis moins 500 delta encore dans mes actions. Donc mon portefeuille est déséquilibré en termes de delta. J'ai commencé un portefeuille équilibré parce que j'ai choisi de vendre à découvert 500 actions pour me débarrasser de mon delta initial. Le marché a bougé. Le delta de mes options n'est plus 500. Le delta a changé dû à la convexité de l'option. Mais le delta de mon portefeuille d'actions est resté pareil. Lui, il ne change jamais. Et donc là, je me retrouve dans une situation où je suis short delta parce que le delta de mes options sont 200, le delta de mes actions sont moins 500. Donc il faut que je rachète 300 de ces actions pour me remettre delta neutre. Parce que là, le plus je m'éloigne de mon point de départ, le plus je commence à avoir cet aspect directionnel maintenant. J'ai du delta qui recommence à s'infiltrer dans mon portefeuille. Donc une stratégie gamma longue delta neutre, c'est une stratégie dynamique, dans le sens où je dois toujours rebalancer mon delta parce qu'il y a deux composantes dans mon portefeuille, un qui a un delta variable, l'autre qui a un delta qui ne change jamais, et donc je ne peux pas avoir des poids statiques et toujours demi delta neutre. Donc typiquement, la stratégie c'est j'achète le call, je me mets delta neutre, le marché bouge, je rebalance ma couverture, je ne transige pas mes options, transiger mes options c'est plus coûteux, je change ma stratégie, ma couverture, le montant de titres, d'actions que j'ai vendues à découvert. D'accord ? Donc je rééquilibre en achetant et vendant les actions, en me gardant toujours delta neutre, et maintenant mon portefeuille long gamma. Et chaque fois que je rebalance, les petits triangles verts qu'on avait vus sur l'acétate précédente, à chaque fois que je rebalance, ce petit triangle vert devient un profit concrétisé. Parce que, évidemment, si je ne rebalance pas mon portefeuille, je fais du profit, là, l'action recommence à monter, le petit triangle disparaît. Hein? Donc, il faut, pour to lock in the profit, pour concrétiser ce profit, il faut rebalancer notre delta. Il faut ajuster notre exposition dans le marché des actions. Et chaque fois qu'on fait ça, on recommence delta neutre, gamma long. D'accord ? Et donc, c'est une stratégie où, typiquement, on n'a pas besoin de savoir si c'est un call ou un put. On achète des options à la monnaie, on élimine le delta, et là, on commence à faire de l'argent sur les mouvements du sous-jacent. D'accord ? Ce qui est beaucoup plus dynamique et beaucoup plus intuitif que d'acheter des straddles qui nous coûtent très très cher et d'espérer que dans 3 mois, l'action aura bougé de 15% pour que une patte de notre straddle soit suffisamment en jeu pour compenser le coût de toutes les primes. D'accord ? Donc ça, c'est une stratégie où on trade de la volatilité, on négocie de la volatilité, mais on fait d'une façon dynamique et on doit rebalancer assez rapidement pour extraire les profits à chaque fois qu'il y a un mouvement dans le marché. Évidemment, on ne veut pas le faire trop vite parce que, vous voyez, l'écart se creuse, le triangle devient de plus en plus intéressant, le plus on s'éloigne du point de départ. Si on est trop gourmand, peut-être le triangle on va revenir au point de départ, on va tout perdre. Donc il y a un point critique où, à un moment donné, l'écart est suffisamment grand pour qu'on rebalance notre hedge et on prend le profit. Ça, évidemment, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Quand est-ce qu'on rebalance notre stratégie de couverture delta pour extraire le profit résultant de notre exposition gamma? Et évidemment, on ne veut pas le faire trop rapidement, parce que sinon, on va faire des tout petits profits, j'appelle ça des triangles, mais vous voyez, l'écart entre la ligne courbée et droite, elle est très petite, elle augmente exponentiellement. Mais si on est trop gourmand, on risque de tout perdre. Donc le marché revient, puis le profit disparaît. Donc c'est une stratégie typique de négociateur. Donc quand on trade la volatilité, les gens qui se mettent long vol, c'est typiquement ce type de trade. Ce n'est pas acheter des straddles puis espérer qu'à la date terminale, le sous-jacent a suffisamment bougé. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais comme stratégie, ça, mais en termes de stratégie de négociation dynamique, ici, ça me prend un petit mouvement et je commence à faire du profit sur la vol. D'accord ? Je ne suis pas en train d'attendre un grand mouvement pour concrétiser une gain dans 2-3 mois. Je peux commencer à extraire des profits assez rapidement. Oui, tout à fait. Et on va voir après l'option va à maturité, vous achetez des nouvelles options et vous continuez à rouler. Donc vous avez toujours oui, toujours. Vous jouez toujours des options à court terme et vous achetez des options à court terme et vous faites des stratégies de couverture delta neutre sur
ces options court terme qui transigent à parité. Et donc, et je vais venir à votre question dans une minute. À un moment donné, si on bouge trop, donc si dans les 2 prochaines semaines, il y a une augmentation énorme dans le coût de cette action, ben, on ne sera plus dans la zone convexe de cette option. L'option se retrouvera très en jeu. Elle est plus intéressante pour cette stratégie. On va simplement vendre l'option ou s'en débarrasser. On fait ce type de stratégie sur des options qui sont à parité ou proches d'être à parité et qui ont des maturités court terme. À un moment donné, si l'option est trop en jeu ou hors jeu, elle a peut-être la valeur, mais elle n'a pas de convexité. Ça, c'est une trade de convexité. Il faut que ce soit dans la zone payante. La zone payante étant la zone où le delta est sensible, là où le delta change rapidement. Et tout ce profit vient du fait que j'ai un actif dont le delta est variable et l'autre actif dont le delta est fixe, et je profite de la différence entre les deux. Le côté, évidemment, la perte vient ici du fait que si l'action ne bouge pas, on a acheté une option court terme à parité, beaucoup de valeur temps avec une érosion, donc notre position est très short θ. Le temps nous coûte très très cher. Avec chaque journée qui passe, notre option ici, elle perd de la valeur. Et donc, il faut compenser pour la perte de valeur de l'option en générant du profit à travers cette trade de convexité. Donc, c'est gamma versus θ, si vous voulez. Je suis long la convexité, je vais profiter des mouvements et du fait que je peux isoler cette convexité parce que j'ai un outil comme l'action qui est linéaire, qui a un delta fixe et qui me permet de couvrir cette exposition delta, mais en contrepartie, j'ai le temps qui travaille contre moi. Et je suis dans des options qui ont une exposition θ, donc qui sont très très exposées au passage du temps. Je l'avais prévu, je l'ai senti venir. Je l'ai senti venir. Juste pour concrétiser, c'est mieux, maturité des options, c'est mieux de jouer avec une option 4 semaines jusqu'à l'expiration ou une semaine jusqu'à l'expiration. C'est peut-être trop. Ouais. A priori, on parle donc, ce qu'il ne faut pas aller, s'il ne faut pas aller 2-3. La question, c'est est-ce qu'il vaut mieux rester dans des options très court terme comme une semaine ou est-ce qu'on veut aller un petit peu plus loin, 3-4 semaines? Moi, je vous dis, une semaine, souvent, les rebalancements, le delta, il reste trop variable. Donc, 3-4 semaines, c'est un petit peu, si je peux traiter ça de sweet spot. Donc ça, c'est des stratégies quand tu as 2 et 5 semaines, disons, de maturité, avec évidemment un sous-jacent qui est liquide, qui est d'habitude le cas, où on peut rebalancer dynamiquement notre delta. Ça, c'est une façon de s'exposer à des variations du prix. Donc, je m'expose à la volatilité future réalisée, parce que toutes ces variations, c'est de la fluctuation future du prix. Donc, c'est des expositions à la vol, sans que ça soit directionnel. Parce que si j'achète un call, j'ai une exposition à la vol. Si la vol augmente, mon call prend de la valeur. Mais peut-être le marché va baisser entre-temps. Et donc, mon call a pris de la valeur parce que la volatilité a augmenté, mais il a perdu de la valeur parce que le marché a baissé. Donc, j'ai plein de variables qui rentrent en jeu en même temps. Ici, je peux avoir une stratégie. Si ça bouge, je gagne. Si ça ne bouge pas, je ne gagne pas. Mais c'est tout ce qu'il me faut, c'est qu'il faut que ça bouge. Ouais. Gamma intéressant, avec une bonne convexité, c'est à partir de quoi? 0.3, 0.5? Idéalement, on veut quelque chose qui est... c'est difficile de trouver du gamma plus que 0.1, là, ce serait... c'est du gros gamma. Mais c'est ça, entre 0.2, 0.3, ça commence à être intéressant. 0.3, ça commence à être intéressant. Si on va beaucoup plus loin que ça, 0.0, pardon, pas 0.1, 0.0, ouais, il manquait un 0. 0.02, 0.03. Le gamma à 0.1, ça commence à être à peu près... quand vous pensez au gamma, c'est le changement dans le delta pour $1 du sous-jacent. Donc, ça veut dire que si le sous-jacent bouge de $1, si mon delta est de 0.5, mon delta et l'action passe de $50 à $51, le delta va devenir 0.6. Ouais, c'est ça que ça veut dire un gamma de 0.1. C'est que mon delta va changer de 0.5 à 0.6 si mon action monte de $1. Et donc, pour que le delta bouge de temps sur un petit écart, donc 0.02, 0.03, ça peut vous paraître un petit chiffre, mais en termes de gamma, ce n'est pas si petit.
D'accord? Donc c'est vraiment la sensibilité du delta pour un mouvement de $1 dans le sous-jacent. Donc voilà, donc on profite si ça monte, on profite si ça baisse. Hein? C'est parfait. Et donc le problème évidemment, c'est que on est... et ça j'en ai parlé, donc je vais passer cette acétate. Le problème c'est vraiment que on achète des options court terme, elles coûtent cher en termes de valeur temps, puis cette valeur temps disparaît rapidement. Et donc là, vous voyez, on avait rapidement regardé ça avant, pour concrétiser mon profit, pour rester delta neutre, il faut que je rebalance ma stratégie d'action. Donc mon portefeuille d'options, je ne le touche pas pour l'instant. Tout ce que je vais faire, c'est réajuster le montant d'actions que j'ai acheté ou vendu à découvert pour me garder delta neutre. Et dans le cas ici, on voit que si l'action baisse, le delta de l'option va diminuer de 0,5 à 0,2. Et ça veut dire qu'on doit racheter 300 actions pour se remettre delta neutre. Si je ne rachète pas 300 actions, ben je vais me retrouver à avoir un delta négatif de moins 300. Pourquoi moins 300? Parce que initialement, j'ai vendu à découvert 500 actions pour me mettre delta neutre. Donc j'avais moins 500 de delta à cause de ma position en action. Et malheureusement, maintenant, je n'ai plus un delta de 0,5 pour mon titre, donc mon delta à gauche est de 0,2. J'ai 0,2 fois 10 fois 100, 200. J'ai un delta de 200 dans mon option, j'ai un delta de moins 500 dans mon action. Je dois ramener ça à 0, donc 200 moins 500, je dois racheter 300 actions. L'inverse serait vrai si on avait une augmentation du prix du sous-jacent. Si le sous-jacent passait de 100 à 110, mon delta augmenterait dans mon option. C'est une option d'achat, le delta augmente à fur et à mesure que l'action monte. Et donc, si le delta passe de 0,5 à 0,8, pour redevenir delta neutre, il faut que je vende 300 actions pour me remettre delta neutre. Donc, oui, mais quand vous commencez à rebalancer donc la question c'est est-ce qu'on peut rebalancer avec des options? Si on rebalance avec des options, on peut éliminer le delta, mais ça va venir toucher tous nos autres paramètres grecs. Okay, donc ça va affecter notre gamma, ça va affecter notre θ, ça va affecter notre vega. La beauté des options, des actions, c'est que ça nous permet d'isoler le delta. On peut se débarrasser de notre delta sans toucher aux autres paramètres. D'accord? Donc ça c'est typiquement la trade. J'achète des options, je fais une couverture dynamique du delta, je rebalance à chaque fois que mon delta varie d'un certain montant. Je mets en banque le petit triangle qui vient de se former et j'extrais une rente résultant de la volatilité réalisée du marché. C'est la pure volatilité. On profite purement de la volatilité. C'est non directionnel, c'est-à-dire on n'a pas de, il faut évidemment que ça bouge dans une direction ou dans une autre, mais on n'a pas de biais par rapport à je préfère que ça monte ou que ça baisse. Je l'ai fait avec un call. On aurait pu le faire avec un put, ça n'aurait rien changé, mais comme vous avez vu, que ça monte ou que ça baisse avec le call, on fait de l'argent, que ça monte ou que ça baisse avec le put, on fait de l'argent. La seule chose qui sépare un call d'un put, c'est son delta. Nous, on est delta neutre. Un call d'un put, c'est la même chose. D'accord? Donc ça résume un petit peu l'exemple qu'on vient juste de voir. Un petit résumé donc des gammas. Si c'est tellement facile de faire de l'argent dans une position long gamma delta neutre, hein, ce qui a l'air d'être le cas, hein, on a vu le graphique, il y avait les triangles et tout. Donc, pourquoi est-ce que quelqu'un vendrait des options? Qui est de l'autre côté de cette trade? D'accord? Si quelqu'un vend des options, il est nécessairement short gamma. Un vendeur d'options vient de vendre du gamma. Donc, est-ce que lui est exposé à des pertes continues à chaque fois que le marché bouge? La réponse est oui. Ouais. Mais lui, il va gérer sa position différemment de la personne qui est long gamma delta neutre. La personne qui est short gamma, il va peut-être se mettre delta neutre aussi. Mais il va le faire d'une façon beaucoup plus dynamique. Donc, si on regarde la trade short gamma, pauvre bonhomme, ici, il est toujours perdant. Hein? Que ça monte ou que ça baisse, il est perdant. Hein? Donc, pourquoi est-ce qu'il se mettrait delta neutre? La première chose, s'il se met delta neutre, et il le fera,
il ne va pas attendre que le triangle grossit. Un négociateur d'options qui a vendu des options, il se met delta neutre beaucoup plus rapidement que la personne qui est long gamma, qui attend que le triangle grossisse un petit peu avant de l'empocher. Si je rebalance assez rapidement, oui, j'aurai des petites pertes, mais elles seront limitées. Donc je vais le faire très très fréquemment, je vais prendre des petites pertes. Si je suis négociateur en bourse, on va supposer que j'ai des frais de transaction très très faibles dans les actions, et je ne vais pas permettre à ces triangles de grossir. Donc si je suis short gamma delta neutre, le but là, c'est de faire de sorte que les petits triangles ne grossissent pas. Et à chaque fois que ça bouge, je me rebalance tout de suite. Je suis très actif sur le rebalance de mon delta. Et donc ce qui ramène un petit peu à la question, est-ce qu'il y a d'autres façons de hedger ce delta sans être tout le temps dynamique? Si j'ai vendu des options, ce que je peux faire, c'est, et je veux éliminer cette exposition gamma, je peux acheter d'autres options. Donc j'ai deux choix. Ou bien la personne qui est courte gamma se met delta neutre, mais le fait très très activement. Donc une couverture très très dynamique pour ne pas permettre à ces petits triangles de grossir. Et n'oubliez pas, il a vendu des options. Donc lui, il a déjà empoché la prime de l'option. Donc lui, ce qu'il veut éviter, c'est que le coût de couvrir l'option soit supérieur à la prime pour laquelle il a vendu l'option. C'est tout. Il a reçu 5 $ pour l'option. Il sait qu'il y aura un coût à couvrir cette option. Il est gamma short, il va se mettre delta neutre. À chaque fois qu'il rebalance son portefeuille, il va perdre de l'argent. Mais des petits montants. Et le but, c'est que la somme de tous ces petits montants soit inférieure à la prime pour laquelle il a vendu l'option. C'est aussi simple que ça. Donc la motivation de la personne qui est gamma short delta neutre est très différente de la personne qui est gamma long delta neutre. La personne qui est gamma long delta neutre, elle a acheté l'option, elle veut profiter des variations du prix du sous-jacent, elle va attendre que ça bouge suffisamment pour que le petit triangle soit intéressant, et après elle va rebalancer son portefeuille, se remettre delta neutre pour extraire ce profit. La personne qui est short gamma, elle a déjà reçu sa prime pour l'option. Elle veut simplement que sa gestion, sa couverture de sa position short gamma, qu'elle sait va lui coûter de l'argent, la couverture de cette option, lui coûte moins cher que la prime qu'elle a reçue quand elle a vendu l'option. Et tout se joue là. Et donc, le jeu, c'est quel est le coût pour elle de gérer cette position? Le coût de se remettre delta neutre systématiquement, c'est une fonction de la volatilité future du marché. Le plus ça bouge, le plus elle aura besoin de rebalancer, le plus elle aura de petits triangles qui vont lui coûter cher. Donc, la volatilité future, c'est le coût pour la personne qui a vendu l'option de se couvrir. Donc, il faut que la prime qu'elle a chargée incorpore une volatilité plus élevée que ce qu'elle anticipe va être la volatilité qui va refléter le coût de gestion de la position. Donc, la vol implicite, comment est-ce qu'elle va dériver la vol implicite qui va être le prix, en réalité le prix que vous allez payer pour l'option? Elle va se dire la volatilité attendue qui est le coût de ma stratégie gamma short delta neutre va être autour de 15%. Et donc, je dois vous charger une prime qui incorpore une volatilité plus élevée que ça pour m'assurer que je pourrai quand même retrouver avec un profit en bout de ligne. Donc, les deux peuvent faire un profit. On peut avoir une option où la personne qui l'a vendue se met et gamma short delta neutre, et lui, il couvre avec chaque fois que ça bouge un petit peu, il se rebalance. Et la personne qui est gamma long delta neutre se rebalance à une fréquence différente en attendant que ces petits triangles se forment, soient plus gros. Et donc, même action, même option, les deux côtés opposés, et les deux peuvent être gagnants. D'accord? C'est juste que la mentalité est très différente. La mentalité de quelqu'un qui est gamma long, delta neutre, c'est qu'il veut que ce triangle grossisse un petit peu. Bon, il veut à un moment donné empocher ce profit, donc il ne faut pas qu'il soit trop gourmand. La personne qui est short, cette trade, va rebalancer perpétuellement, dès que ça bouge. Elle a déjà empoché la prime, elle veut juste que le coût qu'elle va assumer en faisant ça va être inférieur à la prime qu'elle a récoltée au début. D'accord? Donc, ça donne un petit peu j'espère que ça vous donne un petit peu un goût de... Dans le marché, toutes ces transactions qu'on voit dans les marchés des options, la majorité, c'est des stratégies comme ça. Ce n'est pas à la date de terminale, j'espère que S sera supérieur à X, comme ça je pourrai exercer mon option.
Ce n'est pas ça la mentalité de la majorité des négociateurs de bourse, de la majorité de négociateurs d'options dans les bourses. C'est plutôt des stratégies de ce genre où on isole des expositions à de la volatilité future, à de la volatilité implicite, et on élimine le delta souvent. Cette couverture de delta nous permet de profiter de ces convexités. Oui. Ouais. Ça pourrait être. Donc la question en termes de rééquilibrage, c'est à quelle fréquence est-ce qu'on rééquilibre? Ça va dépendre. Ça ne va pas être une fonction du temps, ça va être une fonction du mouvement du sous-jacent. Ouais. Et donc ici, chaque fois que le sous-jacent bouge, ça peut être de 25 sous ou de 50 sous, on va rééquilibrer le portefeuille. Donc ça va dépendre. Ça dépend du delta, en fin de compte, de l'option, parce que si le delta est élevé, il y aura plus de rééquilibrage. Si le gamma est élevé, il y aura plus de rééquilibrage. Une fois qu'on sort de la zone où il y a fortement de gamma, là, le rééquilibrage sera moins fréquent parce que le delta bouge moins. Mais ça peut être plusieurs fois dans une journée, dépendamment de comment bouge le sous-jacent. Et soyons clairs, ça, ici, c'est une stratégie qui perd de l'argent à tous les jours. Okay? Être gamma short, delta neutre, c'est une stratégie perdante. Ouais? Mais vous avez déjà pris la prime de l'option, vous avez vendu l'option. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est ne pas perdre plus que la prime de l'option. Mais faire ça, il y a un coût, c'est un coût de couverture, ça. D'accord ? Oui, donc c'est pour ça que c'est plutôt quelqu'un qui est... Quand je vois, ce n'est pas une stratégie qui implémente... Donc c'est un très bon point. Les frais que nous, on doit assumer comme investisseur au détail, si on doit rebalancer plusieurs fois par jour, on va tout perdre en frais. Ouais. Nos courtiers seront peut-être contents, mais nous, beaucoup moins. C'est pas une stratégie qui peut être assumée si on a beaucoup de frais de courtage, évidemment. Donc, quand je parle de négociateurs, c'est des gens qui sont plus dans le marché, qui ont des frais de transaction qui sont minimes, voire qui sont inexistants. Ça, oui, voilà, votre caisse de dépôt. La caisse de dépôt, c'est plutôt short gamma. Mais pareil, ouais, j'ai plein d'histoires là, mais non, on ne va pas y aller. Peut-être une. Ouais. Il me reste juste quelques minutes, donc. Dans le cas de gamma short, ça veut dire que si je tombe dans une période quand les dividendes doivent être payés, c'est dans mon faveur, c'est ça? Parce que moi, je me couvre avec les actions. Ouais. On va parler de ça après, mais les dividendes, ça ne rentre pas trop en jeu là. Mais. C'est déjà, tout ça c'est dans le prix, c'est déjà it's priced. On en parlera après. Je veux juste essayer, il me reste j'ai eu le 10 minutes, donc je veux juste m'assurer que je passe à travers. Je finis le gamma et je vous parle rapidement du Vega. Pour une option d'Absha, fortement au jeu, donc le delta est 1, donc ça c'est un petit peu un résumé. Ça c'est important, une option à parité, le gamma est maximal, le gamma est à un maximum à parité, courte maturité. C'est là où il y a de l'action, c'est là où il y a du jus, c'est là où on veut aller s'amuser. D'accord? Theta, je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire sur Theta. Theta, c'est le passage du temps. Ouais. Si vous êtes long gamma, vous êtes short Theta. Point final. Impossible d'être long gamma, long Theta. Long gamma, long Theta, ça voudrait dire que vous allez profiter de mouvements du prix du sous-jacent et qu'il n'y a pas de limite dans le temps. Ouais, donc, tant que ça bouge, à un moment donné, vous allez profiter. Ça, c'est impossible. Donc, il faut que ça bouge, mais il faut que ça bouge avant une certaine date. Donc, il y a toujours un trade-off. Vous ne pouvez pas être long gamma et long θ. Hein, vous pouvez essayer toutes les combinaisons possibles. Vous ne pouvez jamais, c'est impossible d'être long gamma, long θ. Okay? Si vous avez du gamma, le temps travaille en votre défaveur. Si vous êtes short θ, si vous êtes short gamma, ben le passage du temps, c'est une bonne chose pour vous. Si vous avez acheté des options et le temps passe, c'est un effet négatif sur la valeur de vos options. Si vous avez vendu des options, le temps qui passe fait diminuer la valeur des options et donc c'est bon si vous avez vendu des options. C'est aussi simple que ça.
Donc, rapidement, quel est le θ? Juste graphiquement, l'évolution du θ, le plus on s'approche de la maturité, le plus le θ diminue rapidement. Et donc, les options qui sont... Là, ça c'est des options hors jeu à gauche et en jeu à droite. Le niveau de votre exposition au θ est plus importante quand les options sont de courte maturité. Donc ça veut dire, la ligne pointillée, la première, c'est les θ, votre exposition à θ pour des options de longue maturité. Vous êtes short θ, c'est-à-dire qu'à chaque jour qui passe, ça a un effet légèrement négatif sur votre position, mais ça ne fait pas trop mal. Quand ça devient très négatif ici au milieu, ça veut dire qu'avec chaque jour qui passe, le temps a un impact négatif sur la valeur de votre portefeuille. Ouais. Et le plus c'est négatif ici, le plus on est proche de la monnaie et le plus on est de courte maturité, le plus chaque jour fait mal si vous êtes short θ. D'accord? Ou si vous avez acheté des options. Donc, ça, j'en ai déjà parlé un petit peu. On va passer rapidement, juste pour finir. On a parlé de gamma. Et gamma, c'est cette convexité. Ouais, c'est comment profiter de la volatilité future réalisée. Ouais. Je pense que ça va bouger, je veux profiter de ces mouvements, je me mets gamma long, delta neutre, et je profite des mouvements de l'action. C'est très différent, donc ça c'est une vol réalisée future. Être long gamma, c'est profiter de la vol réalisée future. Le le Vega, c'est pas la vol réalisée future, mais l'incertitude par rapport au futur. Okay? Et c'est deux choses très différentes. Les trades qu'on a vus, gamma long, delta neutre, on n'a pas parlé de changement dans l'incertitude du marché. On a parlé de le marché, le sous-jacent bouge, le fait qu'un actif est convexe et l'autre est linéaire, ça nous permet de faire des profits. Vega, c'est profiter ou s'exposer au niveau d'incertitude par rapport au marché dans le futur. Et donc, si je m'expose à du Vega, donc j'achète une option, c'est acheter du Vega. C'est-à-dire que si l'incertitude augmente, l'option prend de la valeur. Okay? Toutes les options, que ce soit des calls ou des puts. L'option peut ne pas avoir bougé, l'action peut ne pas avoir bougé, mais l'incertitude a pu augmenter. D'accord? Donc, pour profiter du gamma, il faut que ça bouge. Il faut que le sous-jacent bouge. Pour profiter du Vega, qui est une autre forme de volatilité, une volatilité anticipée, mais pas réalisée, il faut juste que l'incertitude augmente. D'accord? Donc, c'est deux choses très différentes. Souvent, on parle des négociateurs d'options, ils tradent la vol, ou ils transigent la volatilité. Il y a deux types de volatilité. Il y a du gamma, qui est s'exposer à des mouvements futurs du sous-jacent, de la vol réalisée future. Et il y a du Vega, qui est s'exposer à des anticipations par rapport à l'incertitude du marché, ou par rapport à la volatilité future. Donc, on peut avoir une action qui ne bouge pas, mais l'incertitude par rapport à cette action a augmenté. Si on a acheté une option, on va profiter parce qu'on est long Vega. L'incertitude fait augmenter la valeur des options. C'est une forme de volatilité. C'est une volatilité implicite, une incertitude. Une stratégie, comme on a vu, de gamma long, delta neutre, ça a besoin d'être structuré avec un sous-jacent et l'option. Mais on peut là, en combinant ces deux-là, on peut créer une stratégie qui nous permet de profiter de la volatilité réalisée future, ce qui est différent de l'incertitude par rapport au futur. D'accord? Donc, il y a une petite nuance, mais je pense que c'est important de bien dissocier ces deux types de volatilité. Souvent, on parle de la volatilité implicite, et là, on parle vraiment de l'exposition Vega, qui est le marché est plus incertain, donc les primes de risque, les primes qu'on paye pour les options sont plus élevées. Donc le Vega, ça reflète les anticipations du marché par rapport à la volatilité future, et le Vega n'est pas une fonction de ce qui a été réalisé. Donc évidemment, des fois, ce qu'on va
prévoir pour le futur est une fonction de ce qui s'est déjà passé dans le passé, mais ce n'est pas toujours le cas. Et ce Vega, il est subjectif. D'accord? On ne peut pas le calculer. C'est les anticipations du marché par rapport au niveau de risque auquel on va faire face dans le futur. Et encore une fois, notre Vega, il est maximisé. Donc, le Vega est maximisé là où il y a le plus de valeur temps. Donc, je pense que ces graphiques-là, peut-être, sont plus clairs. Le Vega est maximisé à la monnaie, où il y a le plus de valeur temps. Il y a plus de valeur temps sur des options long terme que court terme. Donc, ma sensibilité à des changements de la volatilité implicite est plus prononcée pour des options long terme que court terme. Le gamma, le delta, on a vu que c'est plus sensible à court terme. Le Vega, donc l'exposition, la sensibilité à cette vol implicite, cette incertitude, est plus élevée pour des options long terme que court terme. D'accord? Donc, quand j'achète une option, peut-être juste pour résumer, on va retourner à la case de départ. Quand j'achète une option, je peux être... donc, j'ai une exposition à gamma, j'ai une exposition à θ et j'ai une exposition à Vega. Si j'achète une option, que ce soit un call ou un put, je suis long gamma, long Vega et je suis short θ. Toujours. Oui? Ah, ben ça c'est une autre question. Oui. Donc, évidemment, quand vous transigez sur une plateforme un petit peu plus sophistiquée, donc sur votre plateforme de courtier, donc si vous transigez en ligne avec votre courtier, vous n'aurez pas tous ces paramètres. Ça, donc, ça prend un option, un Greeks calculator. Donc, des fois, c'est quelque chose qu'ils ont, où ils vous donnent les sensibilités, une type de calculatrice d'options où ça vous donne des sensibilités. Sinon, il y a des sites qui vous donnent, vous rentrez les paramètres donc, de votre option et ça vous sort tous les mesures grecques. Ben, la bourse en a un, par exemple. La bourse de Montréal. Et sinon, ben, il y a des... on va peut-être se parler après, je vais réfléchir. Il y a plusieurs sites où on peut trouver ces informations. Donc, je vais juste terminer sur un dernier petit point, puis je vais vous laisser partir. Donc, on a vu qu'on peut être long gamma, long Vega et short θ si on achète des options. Je vous ai aussi dit que c'est impossible d'être long gamma et long θ. Vous pouvez prendre n'importe quelle 2, 3, 10, 20 options que vous voulez, combinez-les comme vous le désirez. La somme va toujours être ou bien long gamma, vous allez ou bien être long gamma et short θ, ou short θ, ou l'inverse, long θ, short gamma. C'est impossible de créer une stratégie qui est long gamma, long θ. Okay? Cependant, c'est possible donc si on regarde les différentes stratégies ici, puis je vais juste m'attarder sur quelques-unes ici au bas. Premier, un petit point, si vous pensez à vos straddle, vos strangle, toutes les stratégies qu'on a fait avant, donc le straddle, le strangle, le delta de ces stratégies au début est 0. Ouais? Si j'achète un call et j'achète un put at the money, un a un delta de 0.5, l'autre a un delta de moins 0.5, le delta de ma stratégie au début est nul. Donc même un strangle est delta neutre, sauf qu'il ne va pas le rester parce qu'à un moment donné, vous allez commencer à prendre des gains ou des pertes et là, vous commencez à être directionnel. Mais quand vous construisez un strangle ou un straddle, vous êtes delta neutre. C'est juste que vous ne gérez pas après votre delta. Et on voit que généralement, toutes les stratégies qui sont gamma long sont aussi Vega long. Et toutes les stratégies qui sont gamma long, qui ont un positif, elles sont toujours θ, le θ est toujours négatif. Il y a juste une stratégie ici où on peut avoir une exposition qui est différente en termes de gamma et Vega, et ça prend des spreads de calendrier. Donc je ne vais pas vous construire la stratégie maintenant, mais on a vu que le gamma est plus sensible à court terme et que le Vega est plus sensible à long terme. Et donc en combinant des calendriers, des options de différentes maturités, on peut construire une stratégie qui est assez intéressante où on est long et short de différents types de volatilité. On peut être short la vol implicite et long la vol réalisée, ou l'inverse. Mais ça, on peut juste le faire si on commence à combiner des options de maturité différentes.